De par mon métier, je récolte beaucoup de témoignages relatifs à la manière dont les gens mangent, en majorité de gens qui pensent manger sainement et malheureusement, dans les faits, la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Et j'ai longtemps fait partie de ces gens de très bonne volonté, très soucieux de leur alimentation, qui se renseignent et qui sont exposés à toutes les contradictions, les approximations et les croyances erronées qu'on véhicule dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu cherches à trouver l'alimentation qui te convient réellement, celle qui te permettra de ne plus subir ton corps, une digestion perturbée et imprévisible, un sommeil capricieux, une énergie en berne ou des douleurs et bien d'autres choses encore. Tu fais vraiment attention à ce que tu manges. Tu te renseignes, peut-être même que tu as déjà consulté, suivi des recommandations nutritionnelles officielles, standardisées, pris des compléments alimentaires, testé des régimes parfois plus extrêmes comme la diète cétogène, le crudivorisme ou le végétarisme, qui semblent marcher pour d'autres, mais pas pour toi. J'étais à ta place il n'y a pas si longtemps et je sais à quel point on peut se sentir frustré, seul et incompris dans cette démarche. Et j'ai une bonne nouvelle, bien manger peut être simple et régénérant. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir croisé sur ma route le profilage alimentaire selon Tati Loers, qui est une approche qui permet d'individualiser très finement l'assiette afin qu'elle réponde aux besoins biochimiques uniques de chacun. Et son credo est que l'alimentation doit nous simplifier la vie, nous embellir la vie et pas la compliquer. Cette pratique m'a non seulement permis de remanger de tout, malgré une digestion très capricieuse, de multiples intolérances alimentaires, une maladie auto-immune et une maladie dégénérative. Elle a aussi complètement changé mon rapport à l'alimentation et ma manière d'accompagner ceux qui, comme moi, rencontrent des défis avec leur santé et sont absolument convaincus, malgré les écueils, que leur alimentation est déterminante. Aujourd'hui, je vais décortiquer pour toi les croyances qui me faisaient faire fausse route en matière de nutrition et qui me gardaient empêtrée dans mes problèmes de santé. Cela étant dit, je voudrais être très claire sur le fait que l'alimentation n'est pas un remède miracle, que c'est un pilier de la santé parmi d'autres. En revanche, une alimentation inadaptée peut faire de gros dégâts et une assiette compatible avec nos besoins rend toute démarche de guérison, de quête de bien-être beaucoup plus efficiente. Croyance numéro 1, on peut manger ce que l'on croit être bon et délaisser ce que l'on croit être mauvais. Mais en réalité, on mange pour nourrir nos cellules et les besoins de notre corps peuvent être diamétralement opposés de ce qu'on pense qu'il faudrait manger. Bien que l'on ne puisse pas dissocier le corps de l'esprit analytique, notre mental, il n'est pas censé décider tout seul. Il est là pour nous aider à trouver le meilleur environnement, celui qui est le plus compatible possible avec nos besoins, mais en fonction des feedbacks du corps, pas uniquement d'une démarche intellectuelle. Aujourd'hui, on le sait, 80% des informations qui transitent par le nerf vague vont du corps vers le cerveau. Et notre système nerveux, dont le cerveau fait partie, analyse en permanence ces informations pour déterminer si notre environnement nous convient ou non. Alors quand on mange uniquement avec la tête, sans tenir compte de comment ça nous fait sentir, eh bien on se prive de 80% des informations qui pourraient nous permettre d'avoir une alimentation la plus adaptée et la plus bénéfique possible pour notre corps. Ce qu'on mange est censé nous rassasier, nous apporter de l'énergie, de la clarté, de l'entrain, et n'est absolument pas censé provoquer des désagréments ou des troubles. La fatigue après les repas, les ballonnements, les rôts, les flatulences, en excès en tout cas, tout ça c'est pas normal. Et si l'on va plus loin, nos selles devraient être sans effort, sans papier et sans odeur. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir aller à la selle facilement, entre 1 et 3 fois par jour, ne pas vraiment devoir s'essuyer, et surtout ça ne devrait pas sentir. Tout ça, c'est des critères sur lesquels on peut se baser pour déterminer si ce qu'on mange nous convient ou non. Alors je suis convaincue qu'on arrive tous sur Terre avec tout ce qu'il faut pour pouvoir être guidés vers les aliments qui nous conviennent. Dans un environnement naturel, on pourrait manger uniquement ce vers quoi on est attiré. Dans notre monde moderne,
c'est plus vraiment possible. Enfin si, c'est possible, mais ça demande, de se déconditionner, de se réapproprier son organisme et donc le temps de redévelopper cet instinct, on peut s'appuyer sur des critères, des sensations pour devenir autonome par la suite. La croyance numéro 2, c'est qu'il y aurait une seule bonne manière de manger, une alimentation saine, universelle, qui conviendrait à tout le monde. Celle-là aussi, elle induit beaucoup de monde en erreur, parce que nous réagissons tous de manière différente aux aliments. Nous disposons en fait tous d'une biochimie légèrement différente, qui fait que on n'extrait pas de la même manière les nutriments, donc les bienfaits, de notre alimentation. Et notre assiette, elle a à être individualisée en fonction de notre biochimie unique pour réellement apporter à notre organisme ce dont il a besoin. En fait, nous sommes relativement nombreux à ne pas ou plus savoir métaboliser correctement les nutriments d'origine végétale, qui demandent souvent des cascades métaboliques beaucoup plus complexes que les nutriments d'origine animale, car les animaux ont en fait déjà métabolisé les végétaux pour nous. Pour certaines personnes, c'est une caractéristique de naissance, ils ont un profil biochimique, métabolique, qui n'est pas vraiment adapté à une alimentation très végétale. Pour d'autres, ça peut être temporaire et induit par leur mode de vie, leur vécu, qui aura épuisé leurs ressources énergétiques, enzymatiques ou autres, qui leur permettaient avant de bien digérer les aliments du règne végétal. Là encore, notre corps peut nous donner pas mal d'indications au sujet de ce qui nous convient ou non. La croyance numéro 3, c'est que la viande rouge et les graisses saturées sont mauvaises pour la santé. Cette croyance, elle a la dent dure et on la doit à des études scientifiques comportant des biais méthodologiques évidents. La majorité de ces études, elles ont été menées aux États-Unis, où l'élevage est très industrialisé. La viande y est aussi très transformée. Les cuissons sont souvent vives, comme celles qu'on fait au barbecue. Et ces viandes sont souvent aromatisées de sauces industrielles. Bref, on n'a pas fait d'études sur des gens qui ont de bonnes habitudes alimentaires et qui consomment de la viande issue d'animaux d'élevage raisonné, élevés à l'ancienne, nourris à l'herbe et bien traités. Personnellement, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, je souffre d'une maladie auto-immune et d'une maladie dégénérative. Je ne peux pas me passer de viande. Euh, j'ai essayé, j'ai longtemps essayé de végétaliser mon alimentation. J'aurais vraiment bien aimé pouvoir être végétarienne, mais ça ne me convient pas, en tout cas pas pour l'instant, et je me faisais beaucoup de mal en voulant végétaliser à tout prix mon assiette. Alors je n'achète pas n'importe quelle viande, je ne mange que de la viande bio, issue d'élevages artisanaux, où je sais que les animaux sont bien traités. J'ai de la chance, là où je vis, il y a beaucoup de magasins ou de coopératives paysannes qui proposent ce genre de produits. Et au restaurant, par exemple, je mange toujours le plus végétarien possible. Et au sujet des graisses saturées, celles qui ont été utilisées dans les études qui ont démontré une toxicité sont souvent des graisses trans. Donc c'est des graisses qui ont été saturées artificiellement, hydrogénées. Donc ce ne sont pas des graisses naturelles, celles qu'on peut trouver et consommer dans la nature et qui sont indispensables au fonctionnement de notre organisme. Elles ont un rôle structurel, notamment cellulaire. Les parois de nos cellules sont composées de beaucoup de lipides. Elles servent aussi de matériaux de construction pour toutes les hormones stéroïdes. Donc l'équilibre hormonal est grandement facilité lorsque l'alimentation contient une juste dose de graisse originelle de qualité. J'ai voulu aborder cette croyance parce que la majorité des femmes qui me consultent sont souvent sous-alimentées en protéines biodisponibles et en graisses originelles, principalement saturées, et ont tendance à surdoser les oméga 3 par exemple, qu'on a porté au nu. Mais maintenant, les avis commencent à être plus nuancés. Il y a un équilibre, un ratio à respecter entre les différents types de graisses saturées, monoinsaturées et polyinsaturées. Alors pas besoin de peser. En profilage alimentaire, on compte en cuillère à soupe ou en cuillère à café, c'est très simple. Et ça me mène à la croyance numéro 4, qui dit qu'il faut manger varié. Alors oui,
il est préférable de manger varié. Par contre, l'équilibre alimentaire se fait sur plusieurs jours, une semaine environ, c'est le chiffre qu'on évoque souvent. Donc, il ne sert à rien, au sein de la même assiette, de mélanger une multitude d'aliments. Ça rend le plat fort peu digeste et à la longue, ça peut vraiment fatiguer le système digestif. Donc, plus l'assiette est simple, mieux c'est. Ce qu'il est idéal de garder simple, c'est souvent les sources de protéines et de glucides. Et ce que je trouve préférable d'éviter aussi, c'est de rajouter une foule de graines à chaque repas qui sont relativement contraignantes à digérer aussi. Pas que ces aliments soient mauvais, hein, je ne suis pas en train de diaboliser les oléagineux ou les graines, vraiment pas. C'est juste qu'on n'a pas besoin d'en manger à chaque repas, ni même tous les jours, je pense. On peut varier les sources de jour en jour, donc garder une alimentation assez similaire pour les repas d'une même journée et varier de jour en jour. Nous sommes quand même beaucoup à souffrir de troubles digestifs, à avoir un système digestif un peu fatigué, et apprendre à simplifier nos assiettes peut vraiment être très aidant. La cinquième croyance, c'est que l'on mange uniquement pour avoir de l'énergie. Alors oui, on mange pour avoir de l'énergie. Les glucides sont la source d'énergie privilégiée par notre organisme et même indispensable pour le fonctionnement de notre cerveau. Mais les nutriments ont aussi un rôle fonctionnel et structurel, c'est-à-dire qu'ils permettent la synthèse des hormones, des neurotransmetteurs, enfin de tout ce qui va permettre la communication cellulaire et ce qui va permettre de faire fonctionner l'organisme. Et donc un rôle structurel qui dit que l'on mange pour réparer nos tissus, pour permettre à notre corps de se régénérer. Et ces rôles structurels et fonctionnels sont majoritairement assurés par les lipides et les protéines. Un autre angle sous lequel on peut voir les choses, c'est que les graisses et les protéines servent à reconstruire, à réparer, à régénérer, que les glucides sont le carburant et que les légumes sont là pour nettoyer, pour aider à la détoxination. C'est très simplifié parce que c'est plus complexe que ça, mais ça montre encore une fois l'importance des graisses et des protéines dans le fonctionnement de l'organisme. Croyance numéro 6, on peut résumer le vivant grâce à des statistiques. Malheureusement, ou heureusement, le vivant n'est pas normé. Donc tout ce qui consiste à essayer de faire rentrer les aliments dans des cases, à décortiquer, à connaître précisément leur composition nutritionnelle, n'est pas vraiment utile. En tout cas, quand on parle de vrais aliments, hein, je ne vais pas détailler ici, mais je fais souvent la différence, enfin pour moi c'est fondamental, c'est la base, entre les vrais aliments, ceux qui ont le potentiel de nourrir un corps humain, et les produits. Alors là aussi, aujourd'hui, ça demande parfois quelques points de repère, parce qu'il y a énormément de produits que l'on fait passer pour des aliments sains. Pour en citer quelques-uns rapidement, je pense aux laits végétaux tout faits, aux steaks végétariens tout faits, aux pains, aux pâtisseries sans gluten qui sont très souvent industriels. Bref, enfin, même dans un magasin bio, il y a une omniprésence de produits et il faut apprendre à repérer les vrais aliments. Donc pour tout ce qui est transformé, il est utile de lire les étiquettes et de s'assurer que les ingrédients sont bien à la base de vrais aliments et qu'ils sont utilisés de la bonne manière. Quand je vois dans des pâtisseries bio l'utilisation d'huile de colza ou l'huile de tournesol qui ont dû être hydrogénées pour pouvoir résister à la cuisson, enfin voilà, moi ça je fuis personnellement. Mais par contre, en ce qui concerne les vrais aliments, les aliments entiers, bruts, ce qu'il est important de savoir, c'est comment ils ont été cultivés ou élevés pour les produits animaux. Mais on n'a pas besoin de connaître en détail de quoi ils sont composés. D'ailleurs, nos ancêtres ont survécu, l'humanité a prospéré sans connaître la composition nutritionnelle des aliments qu'elle avait à sa disposition. Après, on en revient à la croyance numéro 2, qui dit qu'on ne réagit pas tous de la même manière aux aliments. Eh bien, on peut, sur base de nos sensations,
repérer ce qui nous nourrit le mieux au sein de tous ces aliments originels et adapter notre assiette en fonction. Aussi, la composition nutritionnelle des aliments bruts, elle est théorique. Prenons par exemple des pommes issues de la même variété ancestrale, cultivées de manière naturelle, sans intervention humaine, mais dans deux zones géographiques très différentes, ou à une année d'intervalle au même endroit, en fonction de la qualité du sol, des minéraux qui y seront présents, du climat. On ne peut pas garantir que ces pommes auront toujours la même teneur en nutriments. Donc tout cela reste très théorique et pour moi il est beaucoup plus fiable de s'intéresser aux conditions de culture ou d'élevage pour se fournir en aliments avec un haut potentiel nutritif et d'en faire son quotidien. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus jamais manger de produits transformés et qu'on est condamné à cuisiner tous nos repas à la maison de A à Z. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait en moyenne et la loi de Pareto s'applique aussi. On considère que manger des aliments ressourçants, donc hautement nutritifs, 80% du temps, c'est suffisant. Donc si vous mangez 3 fois par jour, vous faites 21 repas sur la semaine, donc ça veut dire que pour 4 repas, vous pouvez vous lâcher, ou que 20% de votre assiette au quotidien peut contenir des aliments qui seraient plutôt des produits. Une deuxième dimension de cette croyance, c'est l'utilisation des nutriments par le corps. Je vais prendre en exemple le cas de l'anémie, qu'on peut détecter par une biologie sanguine. Quand on constate que le fer circulant n'entre pas dans l'intervalle, dans la norme qui a été décrétée comme normale. À partir de ce constat, on peut investiguer et voir si cette anémie est due à un manque d'apport dans l'alimentation ou à un problème de digestion, d'assimilation. Mais il y a une autre dimension qu'on commence à explorer un peu plus, c'est celle de l'utilisation des nutriments par le corps. On commence à caresser l'idée que le corps pourrait volontairement bloquer l'assimilation d'un élément pro-oxydant comme le fer, parce que momentanément, il ne peut pas s'assurer que le fer soit pris en charge de manière à ce qu'il ne puisse pas causer de dégâts dans l'organisme. Mon intention ici n'est pas de dénigrer la démarche scientifique ou les analyses, mais juste d'inviter à voir les choses autrement. Je pense que la nature est très bien faite, que le corps est bien plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, et qu'on a une tendance à intervenir dans les processus métaboliques, et parfois c'est pas pour le meilleur. Voilà. Ça dépend des cas, évidemment, mais je trouve que c'est une perspective intéressante d'envisager que nos corps n'ont souvent pas à être corrigés ou stimulés, qu'il y a une réelle justification biologique ou environnementale derrière ce que nous, on nomme comme trouble, comme symptôme qui serait un problème à régler. Parfois, le corps a juste besoin de soutien. Il sait déjà très bien être en santé quand il est dans les bonnes conditions. Il attend juste qu'on l'entende et qu'on lui offre ces dites conditions, celles qui sont propices à la santé. Et la croyance numéro 7, tout se joue dans l'assiette. La fonction de nutrition, elle comporte plusieurs étapes. Il y a évidemment ce qu'on choisit de mettre dans son assiette, mais on ne peut pas intervenir consciemment sur le déroulé de la digestion, de l'assimilation et de l'utilisation des nutriments par le corps. Ces étapes, elles sont orchestrées par le système nerveux, elles sont autonomes. C'est pour cela que dans mes accompagnements, on travaille aussi sur la régulation du système nerveux par des exercices somatiques, mais aussi par le biais de la programmation subconsciente. Parce que notre système nerveux nous fait ressentir notre réalité, c'est lui qui exécute les processus biologiques, mais il le fait sur base de nos perceptions, de nos croyances, de notre manière unique d'interagir avec notre environnement. Et dans mon cas, bien que mon alimentation m'ait énormément aidée, surtout depuis que je pratique le profilage alimentaire, apprivoiser mon système nerveux et apprendre à le réinformer avec bienveillance a vraiment été déterminant sur mon chemin de guérison.
Enfant, on m'a diagnostiqué une hyperthyroïdie auto-immune. Ma thyroïde était en suractivité, tout mon métabolisme était ultra accéléré. Aujourd'hui, je ne ressens presque plus de symptômes, même si j'ai toujours des anticorps. Un des symptômes qui a persisté le plus longtemps, c'était mon transit hyper rapide. Le fait que mon transit ait été accéléré sur une longue période a causé des dommages collatéraux. Voilà, j'ai aussi souffert d'une dysbiose. Donc il y a eu des conséquences, il y a eu des répercussions. Et j'ai connu une amélioration vraiment significative en septembre dernier, après avoir participé à l'atelier bien-être et santé optimale de Psyché, qui est une pratique qui permet de changer en douceur des perceptions que notre subconscient héberge et qui ne sont pas propices à notre santé. L'hyperthyroïdie, elle est souvent associée à des perceptions qui concernent la gestion du temps. Et c'est vrai que dans mon cas, j'étais une enfant a priori assez lente. Ça m'a souvent valu des commentaires négatifs, des moqueries. Bon, pour moi, les maladies sont multifactorielles, donc ça n'est probablement pas la seule cause, mais la coïncidence est quand même frappante. Et pendant cet atelier, on a équilibré, donc c'est-à-dire qu'on a permis à mon subconscient, à mon système nerveux de se sentir à l'aise, de se sentir en sécurité avec des affirmations telles que je suis en sécurité même si j'avance à mon propre rythme, je suis en sécurité même si je prends mon temps. Lors d'une séance de psyché, on va détricoter plusieurs choses, donc on a équilibré des choses qui n'étaient pas forcément en rapport avec la gestion du temps. Et depuis, mes selles sont presque normales. Donc avant, comme mon transit était rapide, elles étaient en majorité très molles, voire liquides. Aujourd'hui, 5 ou 6 jours sur 7, j'ai des selles moulées. Voilà, vous saurez tout. Mais ça a été tellement bénéfique pour moi que je passe au-delà la gêne de vous parler de ce qui se passe dans mes toilettes. Et pendant ce même week-end, j'ai assisté à la résolution d'une allergie à la carotte. Une des personnes qui participait avec moi était allergique à la carotte depuis quelques années, mais vraiment une allergie à IgE, donc elle devait se balader en permanence avec son EpiPen. Et son problème a été résolu en un quart d'heure. Alors il y a tout un protocole après pour réintroduire l'aliment qui posait problème. Elle s'est pas jetée sur une salade de carottes dans la foulée, mais en plusieurs étapes, elle a pu réintroduire la carotte. Je pense que ça pourrait aider vraiment beaucoup de monde et malheureusement c'est un domaine qui est encore un peu tabou, qui est encore un peu décrédibilisé. Mais je suis convaincue qu'on ne peut pas dissocier l'esprit du corps et que les deux s'influencent mutuellement pour le meilleur ou pour le pire. Parfois, le nœud du problème se trouve principalement là, quand on a essayé beaucoup de choses et qu'on n'a pas de résultat, eh bien, c'est une piste qui mérite d'être explorée. Donc voilà pour les principales croyances que je voulais aborder, car je pense qu'elles sabotent bien des bonnes volontés, bien des efforts, quand on cherche à vraiment se faire du bien en mangeant. Si la perspective de trouver l'alimentation idéale pour toi, celle qui te permettra de vraiment soutenir ta santé, de devenir autonome pour l'ajuster au fil du temps, de favoriser ta digestion en apaisant ton système nerveux et en réinformant ton subconscient jusqu'à un niveau cellulaire pour augmenter significativement ton niveau de bien-être et vivre pleinement, et que tu souhaites être accompagné pour cheminer, que tu ne veux plus chercher seul, que tu veux gagner du temps, eh bien je propose divers accompagnements qui le permettent. Toutes les infos sont sur mon site internet comomi.be, comomi.be, ou en premier commentaire sous cette vidéo. Il y a aussi les liens vers les ressources gratuites que je propose, un journal d'auto-observation et un guide pour nourrir sa vitalité sans plus jamais dépendre de conseils contradictoires. J'espère que cette vidéo aura été utile, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt!